Le jeune Harold Brenner pensait qu'il était face au jugement d'un adolescent naïf, alors que l'accusé commençait à démonter le dossier comme un avocat avec des années d'expérience. L'air à l'intérieur du tribunal du comté de Los Angeles semblait dense, presque étouffant. Des rangées de spectateurs remplissaient la galerie et murmuraient entre eux en observant la scène. La table de défense paraissait immense pour le jeune homme qui se tenait à son bord, les mains dans les poches, la tête levée. Juste assez pour montrer qu'il ne reculait pas. Mathieu Ramirez, 18 ans, accusé de vol de voiture et de résistance à l'arrestation. Les charges étaient graves, mais la manière dont le juge Brenner le regardait montrait clairement que le véritable procès n'avait pas grand-chose à voir avec la loi. Brenner se renversa sur sa chaise, tapotant les doigts distraitement sur la surface polie de son estrade. Il observait Mathieu par-dessus le bord de ses lunettes, les lèvres tordues en quelque chose entre le sarcasme et le mépris. « Tu crois être un expert en droit ?» Sa voix résonna. D'un ton sec, presque moqueur. « Ce n'est pas un club de débat, gamin. » Des rires se propagèrent dans la salle, les huissiers, la sténographe, même la procureure. Tous semblaient être en phase avec la blague. Mais Mathieu ne broncha pas, il ne sourit pas. Il se préparait pour ce moment. Depuis des années. Ce n'était pas un hasard s'il se retrouvait sur le banc des accusés, mais il connaissait la dynamique d'une salle d'audience comme sa poche. Tandis que d'autres adolescents mémorisaient les statistiques du basket, lui, mémorisait le code pénal. Pendant que ses amis jouaient aux jeux vidéo, il organisait des simulations de procès dans sa tête, débattant des affaires imaginaires tout seul. Sa mère, Rose Ramirez, avait travaillé comme assistante juridique pendant plus de 20 ans. Mathieu avait grandi en écoutant les histoires qu'elle rapportait à la maison, répétées 1000 fois, comme le faisaient les joueurs avec leurs statistiques préférées. Il comprenait déjà que certains défenseurs publics faisaient à peine leur travail. Il absorbait tout. À 14 ans, il était déjà capable d'analyser un procès avec plus de précision que la majorité des étudiants en droit. Mais rien de tout cela n'intéressait le juge Brenner. Pour lui, Mathieu n'était que un autre ado à problème. « Finissons en vite, j'ai un match de golf à 14 heures, ajouta-t-il. La salle retomba dans un silence pesant. La procureure, Geneviève Ellsworth, se redressa sur son siège avec l'assurance de quelqu'un qui a déjà gagné. Son tailleur était impeccable, sa cravate parfaitement nouée. Enfin, elle portait plutôt un chemisier et un blazer ajusté, mais l'impression de confiance était la même, et sa voix transmettait l'assurance de quelqu'un qui avait prononcé ce discours des centaines de fois. Votre honneur, l'État a prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, que l'accusé Mathieu Ramirez a été surpris en flagrant délit dans un véhicule volé. Une Audi A6 de 2022, déclarée volée 1 heure avant son arrestation. Les agents l'ont poursuivi à travers le centre-ville, l'ont vu abandonner le véhicule avant de l'arrêter. Ses empreintes digitales ont été retrouvées sur le volant. Le parquet soutient que les preuves sont irréfutables. Les mots tombèrent lourdement. Le public murmura de plus belle. Tout semblait concluant, une voiture volée, une poursuite, une tentative de fuite. Le juge Brenner jeta un coup d'œil à Mathieu par-dessus ses lunettes, puis se tourna vers Ellsworth. Continuez. La procureure avança vers le centre de la salle, ses pas résonnant avec assurance. La défense tentera peut-être de convaincre que tout ceci n'est qu'un malentendu, que M. Ramirez est une victime des circonstances, dit-elle en fixant enfin son regard sur Mathieu. Mais soyons honnêtes, quel type de victime fut la police ? La tension monta dans la salle. Le juge Brenner s'appuya le menton sur sa main. Mathieu ne sia même pas. Ellsworth continua en feuilletant un dossier. Votre honneur, j'ai ici le témoignage de l'agent Samuel Tren, qui affirme avoir personnellement vu l'accusé au volant avant qu'il ne tente de s'enfuir. Le véhicule a été confirmé comme volé. L'arrestation a été menée selon les règles. Brenner souffla par le nez en hochant la tête. Ça semble assez clair. Pour la plupart des gens dans la salle, l'affaire était déjà bouclée. Une voiture volée, une poursuite, une arrestation. Mais Mathieu avait passé des années à étudier les procès pour repérer les failles. Il resta pourtant silencieux, observant, attendant. Le juge Brenner
tapa légèrement son marteau sur l'estrade. Bien, passons à la défense. L'avocate commise d'office pour Mathieu, une certaine Isabelle Torres, n'avait prononcé que 3 mots depuis le début de l'audience. Elle semblait nerveuse. Votre honneur, mon. Mathieu posa une main sur son bras, une demande silencieuse. Elle hésita, puis se rassit. Mathieu prit alors la parole pour la première fois. Je me représente moi-même, votre honneur. La salle retomba dans un silence total. Le juge Brenner le fixa, amusé. Tu veux te défendre seul? La voix de Mathieu resta calme et ferme. Oui, monsieur le juge. Je me défendrai moi-même. Un murmure parcourut le public. L'huissier dut imposer le silence. La procureure Ellsworth esquissa un sourire nerveux. Cela promettait d'être intéressant. Mais personne ne riait plus quand Mathieu fit un pas en avant, car tout allait changer. Toute la salle semblait peser sur lui alors qu'il ajustait sa posture, les mains toujours dans les poches. Le silence se prolongea un instant de plus, suffisant pour capter l'attention de tous. Puis, enfin, il parla. Votre honneur? Avant de commencer, j'aimerais confirmer un point avec la procureure. Ellsworth croisa les bras, ennuyé. Allez-y, Mathieu avança d'un pas, lentement. Vous dites que l'agent Samuel Train m'a vu personnellement au volant avant mon arrestation. C'est exact? Ellsworth expira. Avec impatience, presque lassé. Oui, c'est exact. C'est dans le rapport. Mathieu acquiesça puis se tourna vers le juge Brenner. Votre honneur, je demande que ce témoignage soit vérifié. Brenner plissa les yeux. Sur quelle base? Pour la première fois, Mathieu sortit les mains de ses poches et désigna la table de la procureure. Parce que l'agent Train ne pouvait pas me voir dans cette voiture. Il n'était pas en service quand la poursuite a commencé. Un malaise traversa la salle. Ellsworth fronça les sourcils. De quoi parlez-vous? Mathieu fit un autre. Pas en avant. Votre honneur, si la cour le permet, je souhaite demander la vérification des enregistrements GPS du véhicule de service de l'agent Train cette nuit-là. S'il dit m'avoir vu dans la voiture, ces enregistrements devraient coïncider avec le lieu. Mais j'ai comme le pressentiment qu'ils ne coïncident pas. Les murmures dans la galerie s'intensifièrent. Brenner regarda Ellsworth. Madame la procureure, objection à vérifier les GPS? Ellsworth déglutit, la mâchoire tendue. Le silence qui suivit fut assez long. Pour que le jury, le public, et surtout le juge, perçoivent l'hésitation. Mathieu resta calme, respirant lentement. Il avait étudié des années durant comment faire basculer une audience, comment manipuler les preuves sans que personne ne s'en rende compte. Si Ellsworth était aussi confiante qu'elle le prétendait, elle ne chercherait pas à gagner du temps. Le juge Brenner soupira en se frottant les tempes. Madame la procureure, votre objection? Ellsworth secoua la tête, à contre-cœur. Non, monsieur le juge. Mais le changement était déjà amorcé. Pour la première fois, personne ne riait. La salle resta silencieuse, mais la tension était palpable. Ellsworth feuilletait nerveusement ses papiers, son assurance se fissurant. Votre honneur, en attendant les enregistrements GPS, je tiens à rappeler que les empreintes de l'accusé ont bien été trouvées sur le volant. Mathieu resta serein. C'est vrai, admit-il. Il fit un pas de plus. Mais nous avons la possibilité de refaire le test. Brenner fit un geste pour qu'il continue. Mathieu se tourna vers le jury, croisant leurs regards un par un. Le parquet veut vous faire croire que le simple fait de retrouver mes empreintes dans une voiture prouve que je l'ai volée. C'est ce qu'ils essaient de vous vendre. Mais pensons logiquement. Il inspira calmement. Imaginez que vous entrez dans un magasin et que vous essayez une veste. Vous mettez les mains dans les poches, vous la fermez. Puis vous la reposez avant de partir. Des heures plus tard, quelqu'un vole cette veste. Est-ce que vos empreintes dessus prouvent que vous l'avez volée? Certains jurés échangèrent des regards. Quelqu'un dans le public souffla quelque chose à voix basse. Mais Mathieu ne leur laissa pas le temps de répondre.
La voiture en question était garée à l'extérieur d'un garage, à plusieurs pâtés de maison, des heures avant le vol supposé. J'étais là avec 3 amis. Quand nous sommes passés devant, je me suis appuyé dessus. J'ai même ouvert la porte parce qu'elle n'était pas verrouillée. J'y ai pensé, oui. Mais je n'ai pas pris la voiture, je ne l'ai pas conduite, je n'ai rien volé à l'intérieur. C'était un simple moment de curiosité. Il laissa ces mots planer un instant avant d'asséner sa question suivante comme un coup précis. Toucher quelque chose fait-il de vous un criminel? Ellsworth. Tout ça en feuilletant ses notes, cherchant une stratégie pour reprendre le contrôle. Mais Mathieu poursuivit, sans lui laisser de répit. Et puisqu'on est sur le sujet, je demande aussi. Dans les couloirs du tribunal, l'agitation était à son comble. Les journalistes gribouillaient déjà leur titre. Un adolescent défie la cour, le jeune Ramirez retourne l'audience. Mathieu, lui, restait concentré. Son avocat, Maître Leblanc, le rejoignit en vitesse. Tu viens de gagner du temps, gamin, mais ce n'est pas fini. Ils vont chercher la moindre faille. Mathieu hocha la tête. Je sais. Mais maintenant, ils sont obligés de vérifier. Ils ne peuvent plus se contenter de m'accuser sans preuve. Maître Leblanc le regarda avec un mélange d'admiration et de crainte. Tu marches sur une ligne fine, Mathieu. Ce que tu fais est risqué, mais ça force le respect. Pendant ce temps, dans le bureau de la procureure Ellsworth, l'ambiance était électrique. Elle jeta un dossier sur la table. Où est le rapport complet sur les empreintes? Je veux tous les relevés, pas juste un résumé. Son assistant, nerveux, bégaya. On l'a envoyé, mais il manque des pièces. Ellsworth tapa du poing. Alors trouvez-les. Avant que ce môme ne démolisse tout notre dossier. De son côté, le juge Brenner feuilletait déjà les premiers rapports GPS. Il fronça les sourcils. HM, intéressant. L'Audi a été localisé à 22h30 dans le secteur nord, mais l'arrestation de Ramirez a eu lieu au sud, à 22h45. Il se massa les tempes. 15 minutes pour traverser la ville? Peu probable, sauf s'il volait un hélicoptère. Le téléphone sonna. C'était le chef de la police. Juge Brenner, je voulais vous prévenir, il y a peut-être un autre suspect. Une vidéo de surveillance vient de remonter. On y voit un autre individu au volant. Brenner se redressa dans son fauteuil. Envoyez-moi cette vidéo. Et vite. Dans la salle d'attente, Mathieu sentit son téléphone vibrer discrètement dans sa poche. Un message de son cousin, tiens bon, frérot. On croit en toi. Il inspira profondément. Il n'était plus seul dans cette bataille. Toute une partie de la ville, méfiante envers la justice, avait les yeux braqués sur lui. Maître Leblanc revint avec une lueur d'espoir. Ils viennent d'admettre qu'une nouvelle preuve vidéo est en cours d'analyse. Ça pourrait tout changer, Mathieu. Prépare-toi. La prochaine audience sera décisive. Le jeune homme serra les poings. Je suis prêt. Dans les couloirs du tribunal, l'agitation était à son comble. Les journalistes gribouillaient déjà leur titre. Un adolescent défie la cour, le jeune Ramirez retourne l'audience. Mathieu, lui, restait concentré. Son avocat, Maître Leblanc, le rejoignit en vitesse. Tu viens de gagner du temps, gamin, mais ce n'est pas fini. Ils vont chercher la moindre faille. Mathieu hocha la tête. Je sais. Mais maintenant, ils sont obligés de vérifier. Ils ne peuvent plus se contenter de m'accuser sans preuve. Maître Leblanc le regarda avec un mélange d'admiration et de crainte. Tu marches sur une ligne fine, Mathieu. Ce que tu fais est risqué, mais ça force le respect. Pendant ce temps, dans le bureau de la procureure Ellsworth, l'ambiance était électrique. Elle jeta un dossier sur la table. Où est le rapport complet sur les empreintes? Je veux tous les relevés, pas juste un résumé. Son assistant, nerveux, bégaya. On l'a envoyé, mais il manque des pièces. Ellsworth tapa du poing. Alors trouvez-les. Avant que ce môme ne démolisse tout notre dossier. De son côté, le juge Brenner feuilletait déjà les premiers rapports GPS. Il fronça les sourcils.
Intéressant. L'Audi a été localisé à 22h30 dans le secteur nord, mais l'arrestation de Ramirez a eu lieu au sud, à 22h45. Il se massa les tempes. 15 minutes pour traverser la ville? Peu probable, sauf s'il volait un hélicoptère. Le téléphone sonna. C'était le chef de la police. Juge Brenner, je voulais vous prévenir, il y a peut-être un autre suspect. Une vidéo de surveillance vient de remonter. On y voit un autre individu au volant. Brenner se redressa dans son fauteuil. Envoyez-moi cette vidéo. Et vite. Dans la salle d'attente, Mathieu sentit son téléphone vibrer discrètement dans sa poche. Un message de son cousin, « Tiens bon, frérot. On croit en toi. » Il inspira profondément. Il n'était plus seul dans cette bataille. Toute une partie de la ville, méfiante envers la justice, avait les yeux braqués sur lui. Maître Leblanc revint avec une lueur d'espoir. Ils viennent d'admettre qu'une nouvelle preuve vidéo est en cours d'analyse. Ça pourrait tout changer, Mathieu. Prépare-toi. La prochaine audience sera décisive. Le jeune homme serra les poings. Je suis prêt. La salle d'audience se remplit à nouveau. Tout le monde sentait que le dénouement approchait. Le juge Brenner entra, son visage fermé, mais son regard trahissait une lueur d'impatience. Le tribunal reprend. Nous avons reçu de nouveaux éléments. Sur l'écran, la vidéo de surveillance fut diffusée. L'image était granuleuse, mais suffisamment claire. On y voyait une silhouette mince, différente de celle de Mathieu, prendre le volant de l'Audi. Le temps était indiqué, 22h30, secteur nord. La salle devint silencieuse comme une tombe. La procureure Ellsworth pâlit. Elle comprit instantanément que son dossier s'effondrait. Le juge se tourna vers elle. Madame Ellsworth, pouvez-vous expliquer cette contradiction? La procureure balbutia. Nous n'avions pas encore. Mais le juge leva la main. Ça suffit. Le tribunal a vu ce qu'il devait voir. Mathieu sentit une chaleur monter en lui. Pas de colère, cette fois. De la délivrance. Maître Leblanc posa une main sur son épaule, discrètement. C'est gagné, gamin. Le juge Brenner reprit, solennel, compte tenu des nouveaux éléments, et en l'absence de preuves formelles contre l'accusé, le tribunal prononce l'acquittement de Mathieu Ramirez. Le marteau du juge frappa. Un coup sec. Définitif. Mathieu ferma les yeux. Il était libre. Ses parents fondirent en larmes. La salle explosa en murmures. Dehors, les journalistes couraient déjà annoncer la nouvelle, l'innocence triomphe, Mathieu Ramirez blanchi. Mathieu sortit du tribunal, le visage levé vers le ciel. Pour la première fois depuis des semaines, il inspira à plein poumon. Pas d'entrave. Pas de menottes. Juste l'air libre. Autour de lui, la foule applaudissait. Des inconnus, des voisins, des amis. Tous unis dans ce moment. Mais au fond de lui, Mathieu savait que ce n'était pas seulement sa victoire. C'était celle de tous ceux qu'on avait injustement accusés avant lui. Le soleil déclinait doucement, baignant la rue d'une lumière dorée. Mathieu tourna la tête vers son avocat et murmura, « Maintenant, maître, on va chercher le vrai coupable. » Et cette fois, c'était une promesse.